Bonjour à tous, nous sommes ensemble pour notre émission politique, émission spéciale élection régionale des 20 et 27 juin. Aujourd'hui, je reçois la nouvelle voix, un contrat moral avec le peuple, une liste conduite par Max Mathiazin. Pour vous le présenter un petit peu plus, il est cadre territorial, il a un parcours politique qui a débuté en 1987. En 2007, il a été élu conseiller général. Il est actuellement le député de la 3e circonscription. Nadège Rabel est agent territorial. Elle a débuté en politique, on va dire récemment, donc en 2020. Elle est actuellement conseillère municipale de l'opposition Anse-Bertrand. Alix Nabajot nous vient de la commune des Abîmes, il est adjoint territorial. En 2004, il a été conseiller régional dans la majorité de Victorin Lurel. En 2014, de 2014 à aujourd'hui d'ailleurs, conseiller municipal de la majorité d'Éric Jalton. Marlène Mélisse Miwat est juriste. Elle a un parcours politique, on va dire, qui a débuté en 2001, mais avant tout, elle est présidente d'Eau d'Excellence et du CODEC, alors de 2001 à 2003. Elle a été co-première secrétaire du PS, en 2000 vice-présidente du conseil régional, en 2014 vice-présidente du conseil départemental. Georges Hermin est responsable du développement. Il a un parcours politique qui a débuté en 1989 en tant que conseiller municipal. De 2004 à 2015, il a été conseiller général. De 2015 à aujourd'hui, conseiller régional. Et puis, en 2020, conseiller municipal et communautaire. Nadège Théophile, qui est juste à côté, est responsable commerciale. Elle a débuté en politique en 2008 en tant que conseillère municipale. Elle était alors sur la liste d'Éric Jalton. Et puis, actuellement, donc conseillère communautaire, non? Oui, et adjoint au maire de la ville. Voilà. Jacques Ramaille est agriculteur. Il a été conseiller municipal de 2014 jusqu'à aujourd'hui. Donc, voilà pour une présentation, on va dire très rapide de cette liste, en tout cas de 7 membres de cette liste. Max Mathiazin, mesdames, messieurs, bonjour, et merci d'avoir accepté cette invitation. Je débuterai avec vous, Max Mathiazin. Alors, vous avez très tôt voulu faire un rassemblement autour de votre nom, je dirais, puisque très tôt, vous avez décidé d'être à ces élections régionales. Est-ce qu'on peut dire que, quelque part, vous avez échoué? Est-ce qu'on peut dire que vous n'avez pas réussi ce rassemblement? Non, je n'ai jamais... Bonjour Yves-Lise Boissel, bonjour à la Guadeloupe. Je n'ai jamais voulu faire un rassemblement autour d'un nom. Non, ça, pour moi, ça n'a pas de sens en politique. Je veux dire, ce n'est pas... J'ai horreur du culte de la personnalité et c'est pour ça que je suis avant tout un socialiste, c'est-à-dire un humaniste. Mon engagement politique vient de quelque chose de plus profond, de situations que j'ai observées depuis mon enfance. Parce que je viens de famille modeste et j'ai toujours voulu, lorsque j'ai été... Parce que j'ai omis de vous parler de cet engagement estudiantine, lycéenne, etc. Et je me suis toujours trouvé dans des mouvements, dans des manifestations, dans des rassemblements, dans des associations où j'avais l'impression que je pouvais améliorer soit la vie, la condition de mes condisciples lycéens, ensuite étudiants, avec mon passage à l'Association générale des étudiants guadeloupéens. Et puis, tout naturellement, quand je suis rentré en Guadeloupe, je me suis retrouvé là où les choses pouvaient bouger. Et les choses bougeaient à l'époque avec les socialistes, mais surtout avec un homme qui m'a fait l'honneur d'être son collaborateur, ensuite son ami, Félix Proto, que j'ai suivi en tant que jeune. Ça a été un exemple pour moi et j'ai continué, j'ai adhéré à la Fédération socialiste. J'aurais voulu justement qu'il y ait ce rassemblement. J'ai quitté le Parti socialiste dans des conditions sur lesquelles je ne reviendrai pas, mais que la Guadeloupe connaît. Les Guadeloupéens ont donné un exemple extraordinaire avec moi. Pour moi, c'est un honneur que j'accueille avec humilité. Parce qu'en 2017, ils ont fait de moi le député de la 3e circonscription, sans parti politique, sans ce qu'on appelle un appareil derrière moi, une machine.
Et ma machine, c'était la Guadeloupe et surtout les électrices et les électeurs de la 3e circonscription. J'ai voulu qu'il y ait un rassemblement, et pas seulement moi, je pense que le PPDG l'a voulu aussi, et d'autres. Nous avons beaucoup travaillé ensemble. Sauf que je me suis rendu compte, et mes colistiers qui sont là, et Georges Germain, Marlène, je dis Georges Germain et Marlène et Alix, nous sommes les 4 à avoir une plus grande expérience politique. Et quand il a fallu faire une liste, les gens ont commencé à croire en notre victoire. Et parce qu'ils ont commencé à croire en notre victoire possible, eh bien, il y a eu des problèmes, non pas de problèmes idéologiques, déontologiques et autres, comme je l'ai lu dans certains communiqués, mais seulement un problème de place. Et de place et de querelle de personnes. Et moi, Est-ce qu'on peut dire justement, et vous me donnez l'occasion de réagir, est-ce qu'on peut dire que vous n'avez pas respecté votre parole concernant ces personnes? J'ai trop respecté ma parole. Ce qui me caractérise, c'est ma franchise. Je veux parler du PPDG parce que je ne parle pas du pari. Pourquoi ? Parce que j'ai constaté que le pari était dans des négociations parallèles dans notre dos et que ce sont des jeunes qui cherchaient des places sur une liste. J'ai prêté ma notoriété modestement et mon nom au pari parce que j'ai trouvé très beau, très bien, que c'était une belle aventure, que les jeunes se rassemblent quelque part, que disent nous allons prendre le parti de l'écologie, de l'environnement et de l'éducation. Ayant été moi-même le premier directeur régional de l'environnement et du tourisme de la Guadeloupe, j'ai trouvé ça beau. Alors je ne parlerai pas d'eux, parce que je crois que la conscience politique et l'idéologie politique doit s'affermir quand on milite. Je parle du PPDG. Nous n'avons eu aucun problème, nous nous sommes mis d'accord sur une plateforme, on a discuté avec Marlène était là, Georges et Alix. On a vraiment discuté profondément avec eux. Sauf que, à l'arrivée, ils me disent, et je veux être franc, parce que ça, il faut que les Guadeloupéens l'entendent. Quand nous avons discuté, ils m'ont dit, nous voulons une place dans les 5 premiers. Nous voulons une place dans les 10 premiers. Nous voulons une place ou 2 dans les 20 premiers, et puis comme vous voulez. Le PPDG, ce qui s'est passé, c'est que nous n'avons pas parcouru la Guadeloupe pour mettre en place cette liste, et on leur a dit, puisque vous êtes un parti politique progressiste, vous voulu une place dans les 5 premiers, on vous réserve la 4e place. Ça, je l'ai déjà dit. Et puis, il y a eu une autre pierre d'achoppement. 2 pierres d'achoppement, c'est qu'ils voulaient la 5e place. Or, la 5e place, moi, je joue franc jeu. Je ne suis pas du genre à dire, et ça, c'est quelque chose que je veux bannir en politique en Guadeloupe. Il y a des listes, il y a des têtes de liste. Il y a des têtes de liste, alors vous me donnez l'occasion de 2 minutes d'explication, qui disent aux gens, signez un papier en blanc. Et puis après, on rassemble 80 personnes, 100 personnes, on fait l'appel, et les gens qui ont signé s'aperçoivent qu'ils ne sont pas sur la liste. Et je connais une liste qui a promis à 4 personnes la 10e place, puis les gens partent déçus. Donc nous avons joué carte sur table. Je leur ai dit, vous voulez une place dans les 5 premiers, on a écharpenté la liste de telle sorte que vous ayez la 4e place. Mais entre-temps, ils avaient changé. Et parce que pour eux, il fallait placer un homme. Placer un homme, c'est en 5e place avec la parité, parce que je suis un homme 1, 3, 5. Sauf que la 5e place, j'avais déjà dit que c'est Georges Germain, qui est à côté de moi, qui avait la 5e place. Alors après, on a discuté, on leur a proposé la 7e place. Ils ont dit oui, après ils ont dit non. Mais plus grave, et ce que j'ai jugé pas négociable, pas discutable, pas négociable, c'est qu'ils n'ont pas voulu de la personne qui était placée juste après moi, de la femme qui était placée juste après moi, c'est-à-dire en 2e position. Et nous, on avait fait un choix politique, vraiment politique, et presque un choix profond, économique, politique, et en même temps et territorial. Parce que les Nord en Guadeloupe, le Nord Grande-Terre, le Nord, moi je viens du Nord, le Nord Basse-Terre, vous savez comment nous sommes jamais, on a pu rétablir l'équilibre territorial, mettons à part DE qui, en quelque sorte, s'est auto-développé du fait de sa topographie, qui a fait que DE a trouvé une chance avec un certain développement qui attire les Guadeloupéens. Mais nous sommes concertés, nous avons voulu donner une place au Nord Grande-Terre et nous avons choisi une jeune femme du Nord Grande-Terre. Alors aujourd'hui, dont on n'a pas voulu, je ne sais pas pourquoi. Vous ne savez pas pourquoi? Non, je ne sais pas pourquoi le PPDG, enfin du moins je sais pourquoi, mais nous ne sommes pas là pour entrer dans des querelles. On nous dit,
Ah oui, c'est parce que Axel a été directrice de cabinet de Bernier, enfin des choses comme ça, et qu'à l'époque, le PPDG était opposé à Bernier. Mais Feu Bernier n'est plus là, et par conséquent, elle a travaillé en tant que directrice de cabinet de Bernier. Moi, je n'ai pas à revenir sur un passé pour faire des querelles à telle ou telle personne. Nous avons conservé Axel Collangin qui défend valeureusement sa candidature au départemental dans le Nord, et qui, ma foi, que les Guadeloupéens ont bien accueilli sur cette liste. Vraiment, vraiment, Max Mathiasin, puisque je pense que tous les Guadeloupéens ont suivi le déroulement de cette affaire, puisque vous êtes venu sur ce plateau même pour dire que vous avez, d'ailleurs, le PPDG, vous avez des gens à vos côtés. Et la question qu'on peut se poser, encore une fois, que vaut la parole d'un homme politique? La parole d'un homme politique, en tout cas ma parole, est une parole profonde. Et c'est une parole, je dis presque envie de dire, d'homme. C'est-à-dire que nous sommes un peuple de l'oralité. Et moi, quand je donne ma parole, j'ai donné ma parole. Sauf que on a remarqué aujourd'hui que la parole d'un homme politique ne compte pas beaucoup. Et je trouve que c'est, passez-moi l'expression, mais c'est du foutage de gueule à l'égard des Guadeloupéens. Regardez ce qui se passe. Aujourd'hui, toutes les communes, je crois que les communes en Guadeloupe ont les collectivités, surtout les communes, ont 320 millions d'euros à peu près de déficit cumulé. Et qu'est-ce qui s'est passé? On s'est aperçu qu'on a exercé, un président de collectivité ou une présidente de collectivité peut exercer un chantage sur les élus maires. Parce que sachant que les maires sont pris à la gorge et qu'ils ne peuvent pas beaucoup investir pour leur commune, pour des raisons diverses, je ne les accuse pas de mauvaise gestion, parce qu'ils ont quand même 40% de vie chère à verser au personnel communal. Et cette somme qu'on n'a pas, et en tout cas pourcentage qu'on n'a pas, obligation qu'on n'a pas, les collectivités en France hexagonale. Et pourtant, c'est une loi, ça vient de loi votée par l'État, de loi ou décret. Alors, ce que je dis, c'est que ce déficit, souvent, ou cette gestion, ce budget un peu ric-rac, eh bien, les présidents de régions, de collectivités leur font payer. C'est-à-dire qu'on leur dit, je finis ma phrase, on leur dit, soit vous venez avec nous, vous avez des subventions, soit vous n'êtes pas sur ma liste et vous n'avez pas les subventions. Et moi, je suis un homme de parole. Ça veut dire que je veux gérer la région en revenant au principal. Nous voulons revenir aux principales préoccupations régionales, justement. Merci, Max Mathiasin. Je reviendrai avec vous tout à l'heure. Mais lorsqu'on lit les articles sur les journaux de l'Hexagone concernant les élections, concernant les élus, c'est peu valorisant. Non, mais c'est peu valorisant aussi pour l'Hexagone. Il faut que nous essayions, nous, d'être nous-mêmes. C'est moi qui vous réponds encore une fois là, et je laisse la parole à mes colistiers. Il faut que nous ayons le courage d'être nous-mêmes. En Guadeloupe, les Guadeloupéens se dénigrent eux-mêmes. On nous a appris à faire ça. Et comme on nous a appris à faire ça dans un petit pays, vous savez que les choses sont très difficiles parce que tout le monde se connaît. Mais on ne voit pas ce qui se passe en France hexagonale, où ils ont des querelles aussi profondes que nous. Regardez ce qui se passe pour les régionales aujourd'hui. Il y a des alliances qu'on n'attendait pas, qui sont surprenantes. On voit que la droite aujourd'hui est en train de flirter avec le Front National, que la République en marche ne sait pas où se mettre. Et tout le monde attend sur une espèce de front pour faire face au Front National, au Rassemblement National. Merci Max Mathiasin. Nadège, je rappelle, vous avez mis les pieds réellement en politique en 2020. Maintenant, vous faites un autre pas, je vais dire, donc au niveau de ces élections régionales. Est-ce qu'on peut dire que depuis 2020, vous avez pris goût à la chose politique? Alors, donc, bonsoir les téléspectateurs, bonsoir la Guadeloupe. J'ai pris goût à la chose politique bien avant, parce que j'avais une maman très engagée politiquement donc sur la métropole. Et c'est quelqu'un qui m'a donné le goût justement de militer pour les fondamentaux de la société. Et tout part d'une base, et la base, c'est l'homme. Et à partir du moment où... je dirais qu'il y a une différence entre appeler quelqu'un et lui dire « viens faire partie de ma liste » et une différence entre présenter au préalable les velléités qu'on a pour le pays en partant de sa base, donc en partant de l'humain, partir aussi du déséquilibre territorial pour justement fonder ses espoirs et construire cette liste. Et par ce biais-là, me demander, par mon positionnement sur divers sujets sur le Nord Grande Terre, de venir sur cette liste.
quel que soit où ça nous mènera, le combat en vaut la chandelle. Voilà. Donc, je ne sais pas si c'est un pas supplémentaire. Je dirais que c'est une continuité. Merci à vous, Alix Nabajot. Alors, est-ce qu'on peut dire que ici, aujourd'hui, vous êtes le candidat d'Éric Jalton? Écoutez, Éric Jalton s'est prononcé sur ses positions, autant sur le plan départemental. Il a fait un communiqué laissant libre les élus que nous sommes, mais aussi les militants, de leur choix régional. Donc aujourd'hui, vous avez pu observer qu'il y a des collègues de la majorité qui sont sur des listes adverses. Et nous... On peut dire qu'il y a une personne de la majorité sur toutes les listes. Ah, je ne sais pas. Moi, je n'ai pas pris le temps d'observer ça. Je crois que chacun est libre de ses positionnements. En tout cas, pour ce qui me concerne, j'ai fait le choix d'être aux côtés de Max Mathiasin pour une raison qui est simple. C'est que chaque fois qu'aux Abîmes, nous avons eu l'occasion d'organiser, que ce soit une manifestation, et que nous avons eu besoin de la participation du député de la circonscription, il a toujours été à nos côtés au pied levé. Et je crois que dans tous nos rendez-vous abîmiens, il nous a toujours fait l'honneur d'être présent. Et moi, je suis quelqu'un qui cultive la reconnaissance en politique. Et je crois que lorsque quelqu'un vous aide, lorsque quelqu'un vous fait du bien, il faut qu'à un moment donné, vous lui soyez reconnaissant. Alors, vous et dites quelque un mot part, fort, c'est la reconnaissance, ce qui aujourd'hui, est-ce qu'il y a une reconnaissance en politique? Ben, si je dois être le seul à l'être, je vais le cultiver jusqu'à la fin de mes jours. Parce que je crois que si nous avions cette forme de reconnaissance en politique, nous ne serions pas là où nous sommes aujourd'hui. Et donc, j'ai fait le choix, avec d'autres collègues de la majorité, d'être aux côtés de Max Mathiasin, puisque j'ai connu la collectivité régionale en 2004. J'en étais le Benjamin de l'Assemblée. J'ai pris le temps d'apprendre aux côtés d'hommes et de femmes qui m'ont accompagné à cette époque. Et j'ai pris tout le temps de connaître ce que c'est les compétences d'une collectivité régionale. J'ai réintégré l'équipe d'Éric Jalton en 2014, où là encore, ça a été pour moi l'apprentissage. Puisqu'en politique, on parle de jeunesse, mais il faut surtout aiguiller les jeunes vers la connaissance des institutions. Et aujourd'hui, je considère qu'après toutes ces années aux côtés d'hommes et de femmes qui m'ont accompagné, qui m'ont guidé, je considère avoir la légitimité pour être de nouveau un conseiller régional en ayant au fil du temps acquise l'expérience nécessaire, parce qu'aujourd'hui une équipe régionale, elle ne peut pas faire de l'expérimentation. Nous devons avoir des jeunes élus, mais qui doivent être opérationnels tout de suite, puisque les exigences de ce que ça nous demande aujourd'hui par rapport aux difficultés du pays, il faut un minimum de connaissance des institutions. Donc aujourd'hui, je suis complètement à l'aise, de par mon parcours, d'être aux côtés de Max et des autres membres de l'équipe pour qu'ensemble nous puissions donner une autre orientation à la chose politique. Merci Alix Nabajot. Marlène Mélis, donc vous avez, on va dire, un long parcours politique. Vous avez été une femme engagée, on va dire, sur le territoire guadeloupéen. Pourquoi Max Mathiasin? Eh bien, pourquoi Max Mathiasin? Parce que je considère que c'est certainement un prolongement de mon engagement politique. Je n'étais pas venue en politique d'abord sur des mandats. J'ai milité très longuement avant de vouloir m'engager dans des échéances électorales. Et même si mon parti me l'avait à plusieurs reprises proposé, notamment sous Frédéric Jalton et Félix Proto. Et donc je pensais que la politique était un lieu, devait être un lieu en fait de vérité, d'efficacité, d'engagement, de fraternité et d'amitié. Et d'amitié. Et au bout d'un certain, je dirais, de certains temps, de certains parcours politiques, je me suis aperçu qu'il n'en était pas toujours ainsi. Et connaissant bien l'engagement de Max Mathiasin, lorsqu'il m'a sollicité, j'ai considéré qu'effectivement, il fallait prendre le risque d'arrêter de tourner en rond, d'arrêter de répéter les mêmes discours d'il y a 40 ans, l'eau, les déchets, le transport, la désespérance des jeunes qui sont dans la rue, et qu'il fallait passer à l'acte. Et je crois que Max, par son expérience, par son engagement politique, par ce qu'il a démontré aussi comme parlementaire, son autorité, sa capacité à imposer des points de vue, et bien que Max pouvait être celui-là, si bien que je suis tout à fait heureuse d'être avec lui, avec Alix, avec
Georges et tous les autres, avec la volonté d'apporter une alternative qui va changer, qui va nous permettre de passer du discours aux actes. Alors, est-ce parce qu'à un moment donné, vous avez été tous les deux un petit peu souffre-douleur du PS? Oui, certainement, tout ça c'est certainement lié, mais c'est lié à la conception que nous avions de la politique, que la politique n'était pas un lieu de théâtre et de jeu personnel. On parle de mais jeu politique. Oui, voilà, mais qu'elle devait être le lieu, effectivement, où on transforme la société, parce que nous, notre engagement à gauche est un engagement pour la transformation sociale, mais une transformation sociale mesurable, mesurable dans les progrès. Par exemple, le nombre de jeunes qui sont dans la rue aujourd'hui, Nous y reviendrons de tout plus à en l'heure. plus déstructuré, nous paraît tout à fait insupportable. Georges Hermin, alors on peut dire que depuis quelque temps, vous êtes un petit peu le rebelle du PS. Je dirais simplement, depuis quelque temps, je m'affirme un peu plus qu'avant, je peux dire. C'est vrai que, je l'ai dit, hein, il y a en politique l'engagement du cœur, mais il y a aussi l'engagement de la raison. Et des fois, il faut faire un choix. Et aujourd'hui, j'ai fait le choix de la raison. Et la raison m'importait que je puisse choisir Max Mathiasin, puisque Max Mathiasin, je l'ai dit, je l'ai répété, partout où je suis passé, c'est notre ancien secrétaire du parti, premier fédéral du Parti socialiste. Et quand Max Mathiasin était premier fédéral, tous les combats engagés du Parti socialiste ont été gagnés. Quand Max Mathiasin était premier fédéral, nous avions plus de 4000 adhérents. Quand Max Mathiasin était premier fédéral, eh bien, nous avions toutes les portes de la presse ouvertes parce que Max Mathiasin était invité et parlait du Parti socialiste. On était tous fiers du Parti socialiste. Et on a Maintenant, vous êtes en rupture. Non, je ne suis pas en rupture du tout. Nous sommes encore plus socialistes qu'avant. Puisque vous savez, être socialiste, ce n'est pas une carte. Être socialiste, c'est dans le cœur et dans l'action qu'on mène par rapport à sa population. Pour les Mornaliens, Georges Hermin sera et restera toujours socialiste. D'ailleurs, je vous ai donné l'exemple. En 2004, j'ai été élu conseiller départemental et pourtant, mon parti ne m'avait pas choisi pour ces élections-là. Et la population de Morne-à-l'Eau m'a fait gagner ces élections. Donc, c'est vous dire que la population, elle, se détache quand elle voit qu'on ne choisit pas le meilleur socialiste. Est-ce qu'aujourd'hui, la meilleure posture, ce n'est pas celle de se détacher des partis? Je dirais simplement, peut-être que le mot parti gêne même la population, mais on ne peut pas ne pas avoir une idéologie. J'ai une idéologie socialiste parce que je suis... On cherche quand même à savoir quelle idéologie aujourd'hui portée par les partis. Quand on voit ce qui se passe pour les élections, on se demande pour quelle idéologie. L'idéologie, quels que soient les partis, enfin les idéologies restent les mêmes. Ce sont les hommes à l'intérieur qui changent et qui bougent par rapport au pouvoir. Et justement, quand il y a des hommes comme nous qui se disent, parce que je suis conseiller régional aujourd'hui, je ne souffrais pas de ne pas être conseiller régional en étant sous la liste des socialistes. Jamais ça n'a été évoqué, pas du tout. Très tôt, je me suis dit, si dans le combat Max Mathiasin est engagé, je choisirai Max Mathiasin. Et je dis même aujourd'hui que j'ai l'honneur d'avoir choisi Max Mathiasin après Félix Proto. Cet homme, je dis, ce grand aménageur de la Guadeloupe, qui, quand je l'ai appris à ses débuts, a choisi Max Mathiasin dans les années 80 pour être responsable de l'environnement. Qui parlait de l'environnement à cette époque-là? Donc aujourd'hui, nous disons simplement, nous suivons le courant de ce plus grand des socialistes, qui est Félix Proto, et qui est Frédéric Jalton aussi, puisque Qui a été malmené lui aussi, quand voilà. il était en vie. Alors maintenant, c'est vrai que plusieurs fois, j'entends des candidats en parler comme si c'était un homme qui avait été adulé, mais il ne faut surtout pas oublier et le dire aux Guadeloupéens que c'était quand même un homme qui a été beaucoup malmené au niveau de la classe politique guadeloupéenne. Mais il faut se souvenir juste avant de finir, que c'est le seul homme politique sur le territoire de la Guadeloupe qui a géré la région Guadeloupe, qui en 6 ans en a autant fait et qui n'a pas demandé, de renouvellement pour faire. Georges Et jusqu'à maintenant, on continue à jouir de ce qu'il a fait. Malheureusement, ce n'est qu'après le décès des gens qu'on reconnaît ce qu'ils ont fait. Voilà. Mais Et pas nous. je fermerai la parenthèse là-dessus. Nadège Théophile, vous êtes aux côtés d'Éric Jalton depuis 2008, c'est cela? Tout à fait. Alors, on va dire que vous êtes 3 à être proches d'Éric Jalton, à être sur cette liste, en tout cas représentés sur ce plateau. Je veux parler d'Alix Nabajot, de Marlène Mélis et de vous-même.
Alors, on va dire que c'est vraiment une belle représentation de la majorité municipale des Abîmes. Tout à fait. Alors d'abord, bonjour aux Guadeloupéens, bonjour aux téléspectateurs de Canal 10. Effectivement, c'est une belle représentation. La ville des Abîmes est bien représentée au niveau de cette belle liste, la nouvelle voix, au contrat moral avec le peuple. Max Mathiazin, dans toute sa simplicité, dans toute son humilité, a fait en sorte que tout le territoire, pas uniquement la ville des Abîmes, mais tout le territoire de la Guadeloupe soit représenté dignement, avec bien évidemment toutes les composantes d'une liste. Alors, j'irai franco sur cette question. Et c'est Éric Jalton qui vous a demandé d'être aux côtés de Max Mathiazin. Alors, en toute honnêteté, Éric savait que Max Mathiazin m'avait sollicité. Et il m'a demandé tout humblement, et en me disant, Nadège, je fais en sorte que tu sois bien représentée. Et je te fais confiance sur les dossiers que tu pourras mener aux côtés de Max Mathiazin, parce que aussi j'ai fait mes preuves aussi au niveau du conseil municipal avec mes collègues. Et en toute humilité, il le savait déjà, et il a vraiment validé. Il a donné son aval. Voilà. Ouais. Merci maintenant Jacques Ramaille. Donc, vous avez un parcours politique, vous êtes agriculteur. Alors, un volet important concernant l'action régionale. Et puis, maintenant, est-ce qu'on peut dire que Max Mathiazin, c'est celui qui, dans son action en tant que parlementaire, a été au plus près des agriculteurs? Bonjour Madame Boissé, bonjour aux Mouliens, bonjour à la Guadeloupe. Alors je crois, oui, Max Mathiazin aujourd'hui, je pense que c'est le candidat idéal pour pouvoir sauver les agriculteurs. Je dis bien sauver les agriculteurs, parce que l'agriculture guadeloupéenne est en crise, tout le monde le sait. L'agriculture guadeloupéenne a d'énormes difficultés à qui nos prédécesseurs d'avant n'ont pas pu régler ce genre de problème. Nous nous enfonçons petit à petit, mais sûrement. Donc, quand j'ai pu discuter avec Max Mathiazin par rapport au problème de l'agriculture, à qui il est venu plusieurs fois sur le terrain et à qui on a fait des constats, je trouve en Max Mathiazin le candidat idéal pour pouvoir sauver l'agriculture. Alors, aujourd'hui, toutes les listes disent « Nous voulons être aux côtés des agriculteurs, nous avons des projets pour l'agriculture. » Alors, je pense que vous avez été sollicité par d'autres, certainement. Oui, mais il faut savoir aujourd'hui, c'est un thème qui m'est très cher. Et effectivement, j'ai écouté plein de débats lors de ces campagnes, que ce soit départemental ou régional. Aujourd'hui, tous les candidats ont des solutions pour les agriculteurs, tous les candidats. Et vous savez, je suis dans l'agriculture depuis très très jeune. Toute ma famille a été agriculteur. Et aujourd'hui, je constate que, comme par hasard, lors des élections, on trouve toujours des solutions. On a toujours des solutions pour les agriculteurs. Les petits agriculteurs sont laissés pour compte. Il y a plus de 400 jeunes qui sont formés et qui attendent d'être installés. Aujourd'hui, vous savez, comme moi... Nous allons y revenir sur le programme. D'accord. Il n'y a pas de souci. Donc, Max Mathiazin, c'est le monsieur agriculture de ces élections. Je pense bien, parce que Max Mathiazin a su être aux côtés des agriculteurs quand ils étaient en difficulté. Il a compris, et lui-même, je pense qu'il est agriculteur aussi, parce qu'il vous le dira aussi. Donc, il connaît la souffrance des agriculteurs. Aujourd'hui, on parle d'agriculture. Oui. On parle d'agriculture aujourd'hui. Mais qui est mieux qu'un agriculteur pour connaître les problèmes de l'agriculture? Merci, monsieur Ramaille. Nous marquons une courte pause et puis nous passons à la deuxième partie de cette émission. À tout de suite. Voilà, nous revenons pour la deuxième partie de cette émission. Et rappelez-vous, en troisième partie, vous avez la possibilité de nous appeler pour poser une question aux invités qui sont sur ce plateau. Et je débuterai avec Nadège Rabel. Quel est votre thème? Alors, je vous rassure, les invités ne connaissent pas les thèmes, donc ils les découvrent en même temps que vous. L'autonomie alimentaire. Oui. Je pense que c'est un thème qui vous convient bien. Alors, effectivement, conseillère municipale donc, sur la commune d'Anse-Bertrand, donc bassin et canier dans la grande époque, et également bassin agricole. Nous rencontrons énormément de difficultés. Alors je rejoindrai le collègue Ramaille.
qui disait tout à l'heure que Max était la personne tout indiquée pour la compréhension de l'agriculteur. Déjà parce qu'il replace au centre des préoccupations l'humain, et que qui mieux qu'un agriculteur peut exprimer quels sont les besoins réels sur le terrain. En termes d'autonomie, la difficulté, c'est qu'on peut avoir des velléités, mais on ne peut pas spécialement d'emblée dire on va faire ça ou on va faire ça. Les velléités, c'est ce qui va être le moteur de la future ambition. Donc on a des velléités, donc on a donc le foncier, on a les agriculteurs, on a la relève avec ces 400 jeunes qui souhaitent être installés. On a également un sol très riche, donc je parle pour le bassin du Nord Grande Terre, celui que je représente sur la liste. Mais il y a encore un gros travail de coordination des acteurs. Il y a également aussi, on va dire, des flux financiers à réaménager, si je peux me permettre. Alors aujourd'hui, on parle beaucoup de l'aspect chlordécone et depuis quelques années, pensez-vous réellement qu'avec une grosse action du Conseil régional, on pourrait arriver à cette autonomie alimentaire? On pourrait y parvenir. Alors, on pourrait y aller à mi-chemin. Mais je pense qu'on serait quand même très rapidement limité, parce que les terrains qui ne sont pas touchés par le chlordécone ne sont pas si nombreux que cela. Et on ne pourra véritablement pérenniser une autonomie alimentaire qu'en ayant d'autres leviers que simplement se baser sur le foncier qui n'est pas touché. Et il est trop peu nombreux, comme je viens de le dire. Merci à vous, Alix Nabajout. Gare routière. Alors, gare routière, ça nous indique le transport. Donc, c'est une problématique, effectivement, qui est d'actualité, puisque de plus en plus, les usagers, ceux qui utilisent le transport, se plaignent de la désorganisation. Alors, en ma qualité de premier vice-président du syndicat mixte des transports, c'est un sujet qui nous rassemble, c'est un sujet qui, au quotidien, avec les bus Carulis, nous avons effectivement sur le territoire de Cap Excellence une organisation avec les bus Carulis et aussi le périmètre de la Carle. Aujourd'hui, ça fonctionne bien. Ça fonctionne sur ces deux agglomérations qui sont adhérentes au syndicat mixte des transports. Nous sommes en pourparlers avec les autres EPCI pour leur permettre aussi d'adhérer à ce syndicat mixte, puisque pour le compte de la région, nous avons reçu la mission transport pour tout ce qui concerne l'urbain. Maintenant, après, il faut travailler avec ces communes, membres de ces EPCI, pour que l'interurbain aussi puisse fonctionner, puisque dans les toutes petites sections des communes, c'est là toute la difficulté. Le maire du Gosier se plaint que ces usagers du Gosier qui sont dans les sections du Gosier, n'aient pas de bus Carulis qui arrivent dans ces petites sections. Donc, nous venons de répondre à un appel à projet national pour le TCSP. Donc, c'est vrai que nous sommes en réorganisation de ce transport et pouvoir l'étendre à l'ensemble des EPCI, c'est l'objectif. Et cette nouvelle équipe de la Nouvelle Voie, conduite par Max Mathiazin, dès lors qu'on nous aura fait confiance dès le 20 juin, c'est ensemble que nous allons accompagner ce syndicat mixte des transports pour donner une nouvelle dimension au transport sur le territoire guadeloupéen. Alors, ça ne fait pas partie de gare routière, mais permettez rapidement que je vous parle de ces bus des maires. Alors, il y a quelqu'un qui a dit l'autre fois, il y a garé Aura et la DARS. Alors, que pensez-vous de ces bus? Si vous êtes élu, est-ce qu'il faudra continuer au niveau de cette action? Est-ce qu'il faudrait revoir le circuit? Comment aborder rapidement la chose? Alors, les bus des maires, on a eu l'occasion de nous inviter lorsque ça a été présenté. Donc, on a fait la traversée, on est parti de Jarry, on a été à la DARS de Pointe-à-Pitre, puis notre arrêt qui était au niveau du Mémorial Act. Alors, il y a des demandes. Il y a des demandes pour le bus de maire dans de nombreuses communes. Maintenant, c'est les lignes qu'il nous faut définir. Pour l'instant, il y a 2 bus, ce n'est pas suffisant. Il est vrai que sur Jarry, c'est très compliqué. Donc, les usagers au départ de Pointe-à-Pitre qui doivent se rendre à Jarry, laisser leur véhicule, prendre le bus de maire pour aller à Jarry et évoluer dans Jarry sans avoir un flux de véhicules, c'est une première solution. 2 bus, ce n'est pas suffisant?
2 bus de mer, ce Oui. n'est pas suffisant, puisqu'il y a Pour d'autres... Non, pourquoi? Parce qu'on a des demandes dans d'autres communes. Au départ de Goyave, au départ de Petit-Bourg, il y a d'autres sites où on nous a demandé de pouvoir mettre le bus qui part depuis ces communes-là pour arriver dans Pointe-à-Pitre et ensuite aller vers Jarry. Ce n'est pas uniquement dans le centre. Mais ces La deux-là préoccupation... ne fonctionnent pas, donc pourquoi ne pas peut-être Il ne fonctionne les pas. mettre Pourquoi? ailleurs? Il y a aujourd'hui, la région a voulu expérimenter le bus des mers. Donc, au-delà de cette expérimentation, on s'est rendu compte que ça n'a pas fonctionné. Donc, nous, à notre arrivée, l'idée pour nous sera de voir avec l'ensemble des communes, l'ensemble des EPCI, quelles seraient les lignes qui seraient plus intéressantes pour qu'il y ait une fluidification de la circulation. Jarry, c'est le centre, donc c'est le poumon économique de la Guadeloupe. Pointe-à-Pitre, on a justement cette difficulté avec un flux de véhicules. Donc il nous faut justement réfléchir quelles sont les zones qui sont plus appropriées pour justement mettre en place ce bus de mer. Mais c'est une très bonne chose en soi, mais il faudra revoir les tracés. Merci, Marlène Mélis. Le Mémorial Act. Vous voyez, les bus sont juste à côté. Oui, donc le Mémorial Act, c'est un grand monument dont nous avons tout à fait des raisons d'être fiers, puisque aujourd'hui, le Mémorial a une réputation internationale et que, effectivement, de nombreux pays, de nombreux États, dont New York d'ailleurs, nous demandent que de mettre en réseau ce type de grands bâtiments, de grands musées qui est consacré en fait à la traite négrière et à la période de l'esclavage. Et effectivement, le Mémorial Act nous paraît d'autant plus important que c'est un lieu qui nous réconcilie avec une mémoire que nous avons portée de manière plutôt honteuse pendant de longues années. Et aujourd'hui, il peut être le point d'appui de cette réconciliation, d'une éducation des scolaires, d'une ouverture des Guadeloupéens sur leur propre histoire, mais en même temps sur le monde, parce qu'au fond, la traite négrière était le tout premier temps de la mondialisation. Alors aujourd'hui, les élèves des écoles vont au Mémorial Act, les Guadeloupéens, pour certains, y vont, mais tout ce qui tourne autour du Mémorial Act, c'est la rentabilité de ce Mémorial Act. Et beaucoup disent que l'équipe régionale qui a porté ce projet Mémorial Act avait vu trop loin. L'équipe n'a pas su justement estimer le coût d'entretien d'ailleurs de ce bâtiment. Alors aujourd'hui, si vous êtes élu, est-ce qu'il faudrait peut-être réfléchir à une autre manière pour qu'il soit rentable et que ça ne soit pas une charge pour la collectivité régionale? Tout à fait. Alors, moi, je veux dire d'abord que tout ne tourne pas, ne réside pas dans la question du coût du Mémorial Act. Mais c'est vrai que c'était un bâtiment innovant, c'était un risque, le risque d'équiper la Guadeloupe d'un équipement, d'un musée de dimension internationale, et qu'après, effectivement, il faut se préoccuper du financement de son fonctionnement. Bon, on a rarement vu des édifices de cette dimension être, je dirais, rentables dès le premier jour. Par contre, alors, j'entends bien, le président précédent a beaucoup travaillé à ouvrir ce musée pour pouvoir justement mobiliser des mécénats. L'État lui-même a exigé qu'on transforme, qu'on change la forme juridique de cet établissement pour pouvoir le subventionner, lui donner plus de moyens, et puis nous-mêmes au plan local, mais ça n'est pas que la région. Ça n'est pas que la région. Alors Marlène Mélis, lorsque le Mémorial Act a été construit, et ça aussi il faut le dire, il a été vendu aux Guadeloupéens, en tout cas quand je dis vendu, vous comprenez, qu'il allait être rentable parce qu'il y aurait eu un nombre de touristes qui l'auraient visité et il y avait des calculs qui avaient été faits en disant que de toute façon, ça ne serait pas vraiment une charge pour la région. Voilà, je suis tout à fait d'accord. On s'est certainement trompé dans les anticipations. Maintenant, le Mémorial Act est là. Et donc, au-delà des procès,
il faut essayer effectivement de faire en sorte que ce mémorial soit le plus utile possible, non seulement à la Guadeloupe, mais à l'ensemble de la Caraïbe. Et aujourd'hui, en particulier, Cap Excellence est beaucoup investi dessus. On parle beaucoup de tourisme mémoriel. Et effectivement, le Mémorial Act peut être un point d'appui excellent pour le tourisme mémoriel, Merci. qui pourrait lier à la fois les îles de la Caraïbe, mais surtout nous mettre en lien avec les ports négriers, avec des grandes villes comme Nantes, avec Dakar, etc., et déboucher sur une route du tourisme, une mise en réseau de nos traces de la mémoire, Merci. qui peut déboucher sur une route touristique Pointe-à-Pitre-Dakar, route touristique que Félix Proto avait tenté à l'époque de Merci, Marlène lancer, Mélis. mais qui avait échoué parce qu'elle ne s'appuyait pas sur un produit touristique, alors que là, on y travaille, et je suis persuadée Merci. que ça va déboucher et que le Mémorial Act sera un monument Merci, dont nous allons Marlène revendiquer Mélis. la fierté. Merci à vous, Georges Germain. Je dois chercher. Vous l'avez caché dans votre... Je l'ai caché pour ne pas savoir. Alors, préservation de l'identité régionale. Gros morceau. Alors, dire aujourd'hui que moi je suis très pour que nous puissions garder notre identité régionale. Le conseil régional, j'entends beaucoup qui disent aujourd'hui qu'ils voudraient d'une collectivité unique et autres. Mais je pense qu'avec le conseil régional, nous avons les outils pour pouvoir travailler convenablement pour la Guadeloupe, avec bien entendu les responsabilités que nous donne, je dirais même aujourd'hui, les nouvelles lois qui vont arriver, la loi 4D, qui va donner beaucoup plus de potentialité, d'outils aux élus et aux collectivités pour que nous puissions placer notre politique publique. Donc, je pense qu'aujourd'hui, ce qu'il faudrait, c'est que nous puissions travailler efficacement en fonction de ce que nous avons déjà, cette collectivité-là, et mettre en pratique les volontés politiques pour que nous puissions, je dis, réellement travailler pour les Guadeloupéens. Quelle est cette identité régionale qu'il faut préserver? Eh bien, celle que justement que nous devons, je dirais, faire en sorte que cet outil-là, qui est la particularité de nous en Guadeloupe, c'est que nous avons deux collectivités. Et je crois que beaucoup de régions françaises ne sont pas comme la nôtre, puisque du fait que nous soyons une petite région, puisque nous avons sur notre territoire département et région, eh bien, moi je pense que c'est un atout pour la Guadeloupe. Comme certains voudraient dire que c'est un obstacle, moi je dis que c'est un atout pour la Guadeloupe, mettre tous ses œufs dans le même panier. Il y a beaucoup de Guadeloupéens qui ne veulent pas arriver jusque-là. Simplement, c'est nous coordonner pour faire en sorte que notre politique publique puisse aller dans l'intérêt de tous et de manière objective. Même moi, je suis pour la région Guadeloupe parce qu'aujourd'hui, nous avons les outils nécessaires pour pouvoir nous développer. Je prends juste un exemple comme cela. Quand on prend, par exemple, on a demandé beaucoup plus je dirais, de responsabilité en ce qui concerne les fonds européens. Et quand je regarde, par exemple, pour le pays qui s'occupe donc de la pêche, on n'utilise que 8% des fonds européens. Voilà encore une chose qui dit que c'est pas la région qui a un problème, mais c'est comment on utilise, je dirais, cette région qui est un problème et comment les politiques fonctionnent pour faire en sorte que cela fonctionne. Merci Georges Germain. Nadège Théophile. Alors, le transport scolaire. Alors déjà, dans un premier temps, avoir déjà un transport scolaire déjà sécurisé, parce que nous nous rendons compte, et aujourd'hui, avec cette recrudescence de violence sur le territoire de la Guadeloupe, plus singulièrement les territoires urbains, où il y a une recrudescence, alors avoir déjà un transport sécurisé, mais aussi avec des tarifications adaptées, parce que trop souvent, nous avons des familles monoparentales qui n'ont pas suffisamment de revenus. Vraiment avoir une tarification adaptée. Et aussi, très souvent, nos transports ne sont pas adaptés pour les enfants à mobilité réduite. Avoir aussi un transport permettant à ces enfants à mobilité réduite... Le transport à mobilité réduite, ce n'est pas vraiment la région... Voilà, mais oui, mais le transport scolaire, voilà, le transport scolaire doit pouvoir intégrer ces enfants-là. Nous ne pouvons pas les laisser en marge de notre société. Nous devons penser aussi à eux. Alors justement, lorsqu'on parle de transport, on a l'impression qu'on a compartimenté les choses, mais est-ce que ce n'est pas un travail, je vais dire, avec les autres collectivités? Est-ce que pour arriver vraiment
à ce que ça soit bien coordonné sur le territoire, il ne faut pas quand même mener des actions conjointes. Effectivement, chaque EPC ne peut pas travailler dans son côté, dans son coin. C'est-à-dire que tout le monde aujourd'hui, le problème du transport, c'est un problème guadeloupéen qui concerne tout le monde, qui concerne le plus jeune au plus âgé. On n'a pas vraiment trouvé de Mais aujourd'hui, voilà, on a pour coordonner tout cela. Mais nous avons cette chance aujourd'hui de pouvoir mettre en exergue nos compétences. À un moment donné, il faut se dire les choses, il faut savoir s'asseoir et poser les problématiques sur le transport. Nous n'allons pas nous ressasser le même problème d'année en année, de génération en génération. Aujourd'hui, moi, ma génération, nous devons dire stop. Nous devons se poser et poser les problèmes vraiment du transport, sur le transport scolaire, le transport interurbain et le transport rural. Aujourd'hui, si nous ne prenons pas en main cette problématique du transport, on sera toujours à la rue.com, excusez-moi l'expression. Mais si aujourd'hui un jeune ne peut pas se déplacer, il ne peut pas s'insérer, il ne peut pas aller en formation, le problème du transport est transversal. Si on n'arrive pas à le résoudre... Chacun se renvoie la balle. Mais il faut, à un moment donné, nous Guadeloupéens, moi jeune en politique, nous devons prendre nos responsabilités. Ce problème-là, il est transversal, il est en transversalité. Nous devons le régler une fois pour toutes. Nous ne pouvons pas à chaque fois se renvoyer la balle. Ce problème existe. Si on veut insérer un jeune, pareil, il doit pouvoir se déplacer pour aller en formation. Si on veut les personnes âgées se déplacer, cette personne âgée doit pouvoir se déplacer. Pareil pour le tourisme, il y a des gens qui ne veulent pas forcément louer une voiture, mais on doit pouvoir se déplacer sur toute la Guadeloupe, sur tout le territoire guadeloupéen. Merci à vous. Alors, on verra si vous avez l'agriculture. Non. Ce que je vais souhaiter d'ailleurs, le contrat de gouvernance concerté. Vous avez entendu parler de ce contrat de gouvernance concertée. Qu'en pensez-vous? Moi, je dis que c'est une arme fatale, destructeur. Pourquoi? Parce que je pas crois trop que... fort ce que vous êtes en train de dire. Oui. Je pense parce que le pouvoir dans les mains des mêmes personnes, je trouve que c'est dangereux. Le contrat de gouvernance, si vous voulez, je trouve que c'est un manque de respect pour la population. Parce que quand on prévoit déjà de faire un contrat de gouvernance, déjà même avant les élections, ça veut dire qu'on prévoit déjà que le pouvoir sera dans les mains de la même personne. Moi, à mon avis. Je trouve que c'est dangereux parce que jamais le pouvoir dans les mains de la même personne n'a jamais fait avancer les choses. Au contraire, il y a toujours eu un climat d'injustice, il y a toujours un climat du plus fort et les plus petits, si vous voulez, ou ceux qui sont contre, en général, ne sont jamais les mieux servis. Ce sont toujours les pouvoirs dans les mains de la même équipe et qui gèrent et qui font ce qu'ils veulent. Donc, je ne suis pas favorable à ce contrat de gouvernance qui a été fait. J'ai entendu parler brièvement, je ne connais pas suffisamment le sujet en profondeur. Vous ne connaissez pas les contours? Exactement. Donc, je ne connais pas les contours exactement, mais j'entends, quand je suis sur le terrain, des gens parler de ce contrat de gouvernance qui ne sont pas favorables du tout par rapport à la population, n'est pas du tout favorable. La région et le département, rapidement, ont décidé si la liste d'Harry Chalus est reconduite au niveau de la région et éventuellement que ce soit M. Losba ou les signataires qui sont à la tête du département, ça sera travailler ensemble, dire aux Guadeloupéens, nous nous engageons à travailler tous ensemble. Mais j'aurais pu comprendre qu'ils attendent le résultat des élections d'abord et pourraient peut-être signer ce contrat de gouvernance après. Mais signer ce contrat de gouvernance avant les élections, c'est dire à la population, nous voulons tout le pouvoir, sachant que peut-être qu'ils se sont déjà mis d'accord. Pour eux, ils auront la région et le département. Donc, ils n'ont même pas pris la peine d'attendre le résultat des élections pour pouvoir signer ce contrat de gouvernance. Qu'ils le fassent peut-être bien avant les élections, pas en période électorale, ou après les élections, on aurait pu comprendre. La population est contre, parce que quand je suis sur le terrain, j'entends parler de ça, et la population n'est pas favorable à ça du tout. Merci. Max Mathiasa. La gestion des risques naturels. Alors, vous savez que la gestion des risques naturels, c'est plusieurs niveaux, dans un premier temps. Et puis, nous sommes sujets à plusieurs risques naturels. Les cyclones, c'est-à-dire parce que nous sommes justement maintenant en période cyclonique. Mais nous sommes sujets aussi à de probables tremblements de terre, à des éruptions volcaniques. Nous avons eu l'expérience de
je crois que c'est la soufrière, 1976, avec la soufrière. Ça nous ramène à très loin. Par conséquent, la question de la gestion des risques naturels, c'est une question qui doit être traitée dans un premier temps au niveau de l'État, avec les collectivités territoriales, puisque c'est une compétence d'État. Mais avec les collectivités territoriales, c'est-à-dire c'est une compétence, je dirais, transversale ou pas hiérarchisée, mais d'abord l'État, ensuite la région, le département et les communes. En tout cas, il faut traiter, prendre cela très au sérieux, avoir, comme on le fait aujourd'hui, avoir à l'esprit qu'à tout moment, nous pouvons en être victimes. Alors, de ces risques naturels que j'ai évoqués tout à l'heure. C'est la raison pour laquelle la gestion des risques naturels, c'est d'abord la prévoyance, dans un premier temps. Deuxièmement, au-delà de la prévoyance, il faut continuer ce grand projet, ce grand chantier de mise aux normes, de remise aux normes et de mise aux normes de nos établissements, notamment de nos établissements scolaires. Parce que ça s'est ralenti considérablement. J'ai vu, nous avons des lycées, par exemple, qui datent d'il y a trop longtemps. Il y a un effort qui est fait sur Bainbridge. Mais je pense que là aussi, et je reprendrai ce que disait Nadège tout à l'heure, il faut que ce soit coordonné. Pourquoi ? Qui dit lycée, on dit école, on dit collège. Alors, le département a ralenti ces derniers temps son programme de construction de collège, depuis quand moi-même j'ai été conseiller général. Mais maintenant, il faut mettre l'accent pour nos enfants sur la remise aux normes. C'est-à-dire que lorsque nous le pouvons, dégager les crédits avec un programme extrêmement clair que nous pouvons soumettre à la population pour dire que nous allons agir sur tel collège, tel lycée, tel établissement scolaire. Vous avez l'intention, si vous êtes élu, de passer en revue tous les lycées? Je crois que le programme existe déjà, c'est-à-dire l'état des lieux existe déjà, mais nous allons programmer de façon extrêmement lisible, extrêmement claire, ces interventions en partant du plus urgent jusqu'à ce qui nous paraît le moins urgent. Je prends l'exemple de l'hôpital. Nous avons un nouvel hôpital en construction, mais tout le monde sait, on peut presque se dire qu'il y a eu cet incendie qui nous a ouvert les yeux, des crédits qui étaient promis depuis le gouvernement précédent, celui de François Hollande, qui ont été sanctuarisés par François Hollande, mais on a vu le gouvernement hésiter. Et il a fallu cet incendie pour que ce nouvel hôpital puisse voir le jour à l'horizon 2023, d'après ce que j'ai compris. Donc, même aujourd'hui, l'hôpital n'est pas à l'abri de séismes de forte magnitude et qui pourraient nous mettre en difficulté. Par conséquent, c'est d'une urgence absolue. C'est quelque chose sur lequel nous ne pouvons pas transiger. Et quand je parle de gestion des risques naturels, il faut aussi penser aux dégâts que ça cause également à l'agriculture. Et à chaque fois, nous avons d'énormes problèmes pour faire reconnaître la Guadeloupe ou partie de la Guadeloupe en état de risque naturel. Et donc, il faut aller plus vite. Et en tant que parlementaire, j'ai beaucoup agi là-dessus, en interpellant le gouvernement. Mais aujourd'hui, il faut aller plus vite parce qu'on s'aperçoit qu'il y a 2 poids 2 mesures. En France hexagonale, très vite, il y a l'état de risque naturel est pris en compte. Et nous, c'est toujours la croix et la bannière pour qu'on essaie de comprendre que nous méritons que ces décrets apparaissent beaucoup plus vite. Voilà. Donc, est-ce que vous voulez rajouter... Oui, je veux réagir très rapidement. Rapidement. Pour ce qui concerne l'autonomie alimentaire, il faut non seulement œuvrer à l'installation de jeunes agriculteurs, je sais qu'on ne pourra peut-être pas en placer 400, mais il faut aller plus vite parce que c'est un projet qui est et à chaque fois, on se dit oui, les terres sont occupées, les terres ne sont pas libérables, etc. Il faut se donner les moyens de pouvoir se concerter pour libérer ces terres. Deuxièmement, pourquoi un agriculteur ne passe pas la main? Il ne passe pas la main parce qu'il a une retraite de 300 €. Il pourrait installer son fils, il pourrait installer ses neveux, etc. Mais un agriculteur qui a mené un travail pendant toute sa vie, qui a connu des années de labeur très difficiles et qui ne peut pas accéder à la retraite parce qu'il ne peut pas libérer la terre. Il lui faut travailler jusqu'au bout. Oui, mais est-ce que ces enfants ont envie de prendre la relève aussi? Beaucoup d'enfants veulent prendre la relève. Si vous ne vous imaginez pas, Madame Boisset, quand vous visitez la Grande Terre, quand vous visitez par exemple Cap-Esther, Trois-Rivières, les lieux de bananes, où on cultive la banane. Au passage, je salue les planteurs de bananes de la Guadeloupe. Je salue nos agriculteurs qui ont fait des efforts énormes. Nous avons une agriculture propre en Guadeloupe aujourd'hui, au-delà du chlordécone. Mais là où les terres sont chlordéconées, ils plantent de la banane, ils vont vers le bio. Ils mettent un peu d'azote parce qu'il faut le compost est pauvre en azote, donc il y a juste un peu d'azote. Mais ils utilisent très peu de produits phytosanitaires. Et puis,
pour ce qui concerne la Grande Terre. Mais il faut aller voir. Leur problème, ce n'est pas l'agriculture en soi, de cultiver, c'est l'eau. Et l'un des éléments importants, quand je vois un agriculteur en hors Grande Terre, il a 3 parcelles, il ne peut mettre en culture qu'une seule parcelle, 3 parcelles de 4 hectares, il cultive des patates douces. Mais il y a 2 hectares, 2 parcelles, plutôt de plusieurs hectares, qui restent là parce qu'il n'y a pas assez d'eau. Le premier soin de la région, ce sera de tout mettre en œuvre, concomitamment au plan que j'ai présenté pour l'eau dans les robinets en Guadeloupe, mais que nous avons présenté pour cette liste et que j'ai eu l'occasion de présenter sur une autre antenne, une autre média. Nous allons tout mettre en œuvre pour capter l'eau, pour faire en sorte qu'il y ait suffisamment de réserves, que l'eau arrive avec suffisamment de pression, les surpresseurs s'il le faut, leur donner les moyens d'avoir des réserves pour pouvoir continuer cette agriculture. Ça nous mènera vers plus d'autonomie alimentaire. Max Mathiazin, on se demande ce qui se passe réellement concernant les agriculteurs. À chaque élection, on parle des agriculteurs, à chaque élection, on se dit oui, il va falloir faire. On a entendu la détresse des agriculteurs et rien ne se fait. Qu'est-ce qui coince? Parce qu'on remet les mêmes à chaque fois, qui vont, par exemple, raconter aux agriculteurs, voilà ce que nous allons faire. J'ai entendu un président de région dire l'autre jour, à l'emporte-pièce, ça circule sur les réseaux sociaux, nous savons que les motards ont besoin d'un lieu pour exercer leur activité. Et on leur dit, ils demandent, ils rencontrent le président de région, et le président de région leur dit, mais pour la piste, c'est 20 hectares. Il faut 20 hectares au minimum pour faire une piste de moto. Et qu'est-ce qu'il dit? Nous, quand on y fout ça là, en Grande Terre, nous, quand on fout ça à Petit Canal, en Bertrand, et c'est qui ces agriculteurs-là qui emmerdent nous? Il faut en finir avec cette manière de prendre les choses à la légère, comme si nous étions dans une surprise partie. Nous ne sommes pas dans une surprise partie. La Guadeloupe, ce n'est pas ça. La Guadeloupe, c'est de la cohérence, un projet réel de développement. Et nous disons qu'il faut un contrat moral avec le peuple parce que nous n'irons que vers des éléments de projet que nous pourrons mettre en œuvre. Alors, juste avant de poursuivre, je demanderai à la technique de nous mettre le numéro de téléphone à l'écran pour que vous puissiez d'ores et déjà appeler, poser vos questions. Je voudrais rapidement dire un petit mot sur le Memorial Act. Le Memorial Act, effectivement, Marlène Mélis l'a dit, il faut que ça soit intégré dans un produit touristique. Je considère que nous devons vendre le tourisme en Guadeloupe avec des packages. Ceux qui font des packages, il faut que nous développions, pour les voyagistes, etc., un projet où, lorsque nous achetons un voyage, parce que nous aussi, on n'est pas plus idiots que les autres, on n'est pas moins commerçants que les autres. Il faut que, quand quelqu'un achète un voyage, il faut que dans ce voyage, nous puissions, par exemple, cet élément qui a coûté extrêmement cher et qui aura du mal, de toute façon, à s'auto-rentabiliser, on sait, parce qu'il y a des monuments, des musées que l'on doit financer, c'est comme ça, c'est la culture dans un pays. Alors, je voudrais réagir un peu plus avant. La manière dont on a traité la question Laurella Rinson m'a choqué. Et ce n'est pas parce que je n'ai pas réagi, j'ai laissé faire parce que c'est un conflit apparemment de travail, mais aujourd'hui, quand on est dans un pays où l'action culturelle est mise à mal, où l'événementiel, les gens de l'événementiel, de la culture, etc., n'ont pas travaillé depuis 2 ans, et que on traite un problème de droit du travail de cette manière, en disant, en passant 8 minutes sur une antenne, à dénigrer quelqu'un qui est un cadre, quelqu'un de compétent, et qu'est-ce qu'on fait? On lui donne 4 mois de mise à pied, comme ça, et que derrière le tout, le problème n'est pas réglé. Alors il faut apaiser la Guadeloupe. Et ça fait partie, parce que si on est allé chercher cette personne en disant que c'était la meilleure dans sa catégorie, elle était en Europe quelque part, on l'a reconnue sur le plan international, nous ne pouvons pas bafouer ce que nous sommes comme ça. Et à chaque fois, c'est comme ça. Un cadre guadeloupéen, déjà les cadres guadeloupéens ont peu de place en Guadeloupe, en tout cas dans les services de l'État et autres, quand nous en avons un, il faut que nous puissions régler ce problème avec l'apaisement qui s'y est. Merci Max Mathiazin. Maintenant, nous nous orientons vers le téléphone pour récupérer le premier appel. Bonsoir, nous vous écoutons. Oui, bonjour. Bonjour à tous et à tous. Oui. Allez-y. Oui, bonjour. Bonjour. Oui, bonjour et à tous. Oui. Justement, je voulais revenir, donner mon point de vue sur l'autosuffisance alimentaire, voire la liberté alimentaire et quasiment l'inexistence en Guadeloupe. Alors moi, je suis pessimiste là-dessus et pour moi, c'est une mission impossible. Je vais expliquer pourquoi. Quand on est confronté à la grande distribution,
on est confronté à une mondialisation, confronté au chlordécone sur la bactérie, et quand les terrains non plus connaît en organitaire, le département s'amène devant les terrains pour y construire une dégustation. D'accord? Alors, on sait très bien que c'est un problème très complexe. Et nous, oui, par les tantôt avec les conteneurs, je ne dirais pas particulier parce que quand on va bien la Guadeloupe, dans son berceau, l'état 57, d'accord? Donc, c'est pas le but. Alors, et chez moi, c'est qui, justement, qui a la clé de la boutique, suivant mon exposé. La clé de la boutique. Alors, vous m'avez pas compris? Je n'ai pas tout entendu, monsieur, mais je vais essayer de vous donner une réponse. Mais je peux continuer si vous voulez. Alors, puisque nous avons beaucoup d'appels et nous avons des difficultés à vous entendre. Et là, vous m'entendez mieux? Oui, alors simplifiez et posez la question. Alors, la question, c'est ça qui m'intéresse, c'est l'autosuffisance alimentaire, ou à la liberté alimentaire. Je disais qu'on est confronté à la grande distribution, on est confronté au terrain de chlordéconés, et quand les terrains ne sont pas chlordéconés, le département s'amuse à vendre des terrains pour y construire des résidences, d'accord? Et on sait très bien, c'est pas compliqué, on sait très bien qu'on est avec des conteneurs. Bon, quand il s'agit suivant mon exposé, et justement, j'aimerais savoir qui a la clé de la boutique, parce qu'on parle de retour à l'agriculture, l'autosuffisance alimentaire. Qui a la clé de la boutique sur ce plateau, suivant mon exposé? Personne n'a la clé de la boutique. Merci, monsieur, pour cet appel. Max Mathiazin. Personne n'a la clé de la boutique parce que nous ne sommes pas propriétaires de la Guadeloupe. Nous sommes une liste qui pense pouvoir proposer, qui a proposé un projet guadeloupéen. Mais en ce qui concerne l'autonomie agricole, vous avez, dans votre question, il y a deux parties. La question sur l'autonomie alimentaire et la question sur la vente des terres au privé. Alors, sur la question de l'autonomie alimentaire, je vous l'ai dit, il y a aujourd'hui beaucoup d'agriculteurs, et que ce soit dans la banane ou dans ce qui concerne l'agriculture destinée à la consommation, les produits destinés à la consommation, vous devriez aller voir, il y a de gros efforts qui sont faits. Par conséquent, il faut continuer cet effort-là et se donner, nous proposons, nous, la liste de la nouvelle voie, de nous donner un objectif non seulement de production, d'augmentation de la production. Il faut outiller les agriculteurs, les aider par exemple par le FEADER, dont ce qui sont des fonds européens et qui ne sont pas consommés convenablement. Deuxièmement, les aider dans leur effort pour une agriculture plus saine et qui protège l'environnement, qui tienne compte de l'écologie, qui tienne compte de la petitesse de notre pays. Et en cela, en reconnaissant cet effort-là, eh bien, il faut leur donner les moyens pour pouvoir produire dans de meilleures conditions. En ce qui concerne la vente des terres, moi je condamne tout à fait la vente des terres qui appartiennent à la région ou au département. Et je dis département parce que beaucoup ont parlé de contrats de gouvernance concertés. Comment expliquer que le département, sans autre forme de procès, il y a quelques années, donné 100 hectares de terre à la commune de Petit-Bourg, sans que les Guadeloupéens soient au courant, et pour placer un golf que je n'ai pas encore vu venir. Comment expliquer que le département, et je parle de la candidate qui est là aujourd'hui, vient de vendre un terrain à Saint-François pour une somme modique, je crois, entre 48 et 58 euros le mètre carré pour construire des villas de luxe, alors qu'il y avait quelqu'un d'autre, un Guadeloupéen qui avait proposé sur ce terrain-là un projet qui inclurait des équipements pour la jeunesse, des équipements pour les personnes âgées, etc. Et ça n'a pas été retenu. Et si c'est vrai, il est vrai qu'on a vendu, et ça je dois vérifier, mais il semble que c'est vrai parce que je n'ai pas vu de réaction, le littoral, la partie du littoral, lui, la chapelle de Jarry, je trouve que là, c'est être léger sur un foncier qui appartient à la communauté guadeloupéenne et à tous les Guadeloupéens. Merci. Autre appel. Bonsoir. Bonjour, nous vous écoutons. Oui, bonjour. Oui, allez-y, monsieur. Oui, je vous appelle mon amour, là. Oui. Je peux me faire qui parle avec ces collègues-là. Je voulais intervenir tout de suite pour demander qu'est-ce qui se passe pour la route de mon amour, la route de Nardienne, là. La route qui est toujours corrigée après les embouteillages, les gens sont malades à toute la vie. Et puis, il y a plus de monde à l'occasion, parce que ça fait longtemps, ça dit mal à l'époque de Madame Chevry. Il n'y a rien à dire, la petite. Voilà.
Voilà, j'aime pas la vie. Alors, sur la dernière partie, on n'a pas très bien compris pour la route. Vous avez compris? La route de Maria qui commence depuis à Bordeaux jusqu'à Bordeaux. Jusqu'à Bordeaux. Bosse-Redon jusqu'à Et puis, Montréal. la route, il y a les accidents, il faut que dans la gamme, d'accord? Et puis, il y a l'église de Monalo qui est en train de casser, là. Qu'est-ce qu'on peut dire? Démolir, on va dire comme ça. Voilà, on peut pas à l'église, on peut à la rue. Alors, j'ai eu des questions primordiales que je pense. Merci, monsieur. Merci. Ouais. Donc, la route et puis l'église. Je pense que monsieur est sur, je dirais, des voies qui sont, enfin, quoique la voie de Marius, donc il parle de la Nationale 5, sur cette Nationale, c'est vrai que depuis des années, hein, nous avons un embouteillage monstre qui devrait, je dirais, être amorcé par des déviations. Et c'est vrai qu'au niveau donc, de Jean Solin, il y a une nouvelle route qui s'est faite et beaucoup d'automobilistes s'empruntent cette route-là aujourd'hui, ce qui commence à, je dirais, un peu équilibrer la situation, mais ça reste toujours intensif. Il faudrait trouver d'autres artères pour pouvoir désengorger Morne-à-l'eau, puisque ça fait des années que c'est comme cela et on prend trop de temps. Mais concernant les autres questions, je n'ai pas entendu vraisemblablement. Alors l'église, est-ce qu'il faut détruire cette église? Est-ce qu'il faut essayer de rénover? Est-ce qu'il faut non, c'est juste une réparation. Ce qui concerne le clocher, bien entendu, ça n'a rien à voir avec la région, d'autant plus que les financements sont là aujourd'hui, et c'est juste des problèmes, je dirais, d'ordre administratif, hein, en ce qui concerne l'Église, avec les architectes et autres. Mais normalement, au niveau financier, tout est là. Alors, on se rend compte que sur les problématiques, la population décloisonne. Hein, peu voilà, ça, les élections, les voilà. Attentes sont là. Donc on en parle. Cette population dit, mais que pouvez-vous faire pour nous? Alors, justement, est-ce que chacun ne reste pas dans ses compétences et ne discute pas avec les autres collectivités pour voir un petit peu comment les choses peuvent se mettre en place de manière concertée et chacun, peut-être dans son compartiment, mais mettrait un élément pour pouvoir avancer. Mais quels que soient les dossiers aujourd'hui, presque tout est transversal, hein, puisque vous savez, quel que soit, je dirais, l'action qu'on voudrait mener sur un territoire, généralement, il y a l'apport du conseil départemental, il y a l'apport de la région, l'apport des communautés d'agglo et les fonds européens. Donc, je crois que tout est transversal aujourd'hui. Il ne faut pas avoir peur de le dire. Et donc, c'est vrai que la population l'a compris aussi. Et c'est pour ça, quand il y a une question, même si ça intéresse de premier chef la commune, mais demande aussi à la région, qu'en est-il par rapport à tel ou tel dossier. Et c'est un peu normal. Nous repartons du côté du téléphone et vous allez réagir tout à l'heure. Bonjour, nous vous écoutons. Baissez sur le volume du téléviseur, s'il vous plaît. Allez-y. Bien, nous reviendrons juste après avoir fait un point avec ce téléspectateur. Max Mathiasin. Oui, en ce qui concerne l'Église, je peux ajouter quelque chose. Ce sont les bâtiments de France, parce que ça fait partie de patrimoine. C'est un patrimoine classé. Et il faut que monsieur sache que lorsqu'il s'agit de patrimoine classé, personne n'a le droit, quand il s'agit d'un patrimoine classé, personne n'a le droit d'y toucher, pas même le maire ni la région, personne, si les bâtiments de France ne donnent leur autorisation, parce qu'on veut conserver justement l'authenticité, et il faut que ça soit fait, en tout cas selon les normes, et à l'identique. Donc, alors pourquoi ça traîne autant? Non, ça prend toujours un peu de temps parce que les bâtiments de France sont très pointilleux. Ça date. Ça date de ça va, et par exemple Notre-Dame prendra beaucoup de temps aussi, contrairement à ce que l'on pourrait penser. On a l'impression que ça va quand même plus vite. Ils vont mettre les moyens, mais c'est vrai que, comme vous le savez, les gouvernements successifs n'ont pas toujours traité et ne traitent pas forcément les Outre-mer de façon égalitaire. Et tout à l'heure, nous parlions de notre identité. Tout ceci fait partie de notre identité, mais il faut, au-delà de la région du département, il faut sauvegarder. Moi, je dis qu'il faut lier en Guadeloupe aujourd'hui identité et dignité. Merci, Max Mathiasin. Bonsoir, nous vous écoutons. Oui. Allez-y. Oui, bonjour. Bonjour, Madame Boissier. Bonjour, Monsieur Mathiasin. Bonjour, Madame. À ses colistiers. J'appelle de Marie-Galante, Monsieur Mathiasin, et je voudrais savoir qu'est-ce que vous et votre équipe vous prévoyez, si vous êtes élu président de région, pour booster l'économie à Marie-Galante et aider les moyennes et les très petites entreprises. Très bien. Alors, merci, Madame.
Je suis très à l'aise pour répondre à cette question car j'étais à Marie-Galante hier et je vais souvent à Marie-Galante, même discrètement parce que c'est un lieu, un pays que j'aime beaucoup. Et je vais vous dire une chose. Au-delà des problèmes liés à la canne à Marie-Galante, Marie-Galante mérite exactement le même traitement que le Nord Basse-Terre ou le Nord Grande-Terre en ce qui concerne le développement de son agriculture. Et il faut mettre en place de la diversification, aider à l'installation. Il faut savoir que les plus gros propriétaires fonciers de Marie-Galante sont la région et le département. Comment expliquer que dans les années, je ne parle pas de la mandature qui vient de s'écouler, je parle des autres mandatures, qu'avec tout ce foncier dont la collectivité et les collectivités sont propriétaires, il n'y a pas de véritable projet qui a été développé pour Marie-Galante. J'ai un projet pour Marie-Galante. Et nous avons un projet. Ce projet consistera, dans un premier temps, entre autres, et parce que ce sont les Marie-Galantais qui vont travailler avec nous pour le développement de leur île, puisqu'il y a des maires à Marie-Galante, il y a des intelligences à Marie-Galante. Marie-Galante a fourni de grands intellectuels à la Guadeloupe. Mais comment expliquer, par exemple, qu'avec tout ce foncier départemental, qu'on n'ait pas mis en place un organisme, une infrastructure, où des Marie-Galantais, plutôt que parce qu'ils vendent leurs terres, qu'on vende ces terres, une infrastructure où il y aurait des constructions, c'est-à-dire des gîtes, par exemple, qui soient un véritable village, où les Marie-Galantais, des enfants Marie-Galantais pourraient pratiquer de la formation, être formés, par exemple, à l'agriculture, à l'élevage. Et j'ai imaginé, et nous imaginons, que ce projet, en plus, pourrait s'autofinancer. C'est-à-dire que s'il y a à la fois hébergement, on peut faire de la formation en hôtellerie. S'il y a agriculture, l'agriculture peut fournir des produits qui seront consommés sur place dans cet hébergement et inciter nos concitoyens guadeloupéens qui se déplacent de plus en plus. Eh bien, pourquoi ne pas les inciter à aller à Marie-Galante? Et ils seraient accueillis également chez l'habitant, dans les gîtes qui existent à Marie-Galante, mais dans un projet qui serait un projet de développement. Et mettre du foncier aussi à leur disposition, qui appartient pas tout le foncier, mais ce qui les éviterait peut-être tous de partir. On a vu que les grosses structures hôtelières à Marie-Galante, ça ne fonctionne pas forcément. Non, parce que c'est une question de commercialisation, vous savez. C'est une question de choix. Il faut d'abord miser sur un tourisme intérieur, faire la promotion qu'il faut. Beaucoup de Guadeloupéens sont prêts, ceux qui habitent ici, Pointe-à-Pitre, enfin dans toutes les communes, à aller à Marie-Galante. Seulement, ce n'est pas, Marie-Galante est trop isolée. Il faut rapprocher, et l'antenne de la région que nous allons mettre à Marie-Galante, lorsque les Guadeloupéens nous feront confiance, eh bien, sera de nature à rapprocher Marie-Galante, rapprocher la Désirade, rapprocher les Saintes de l'ensemble guadeloupéen. Cette antenne, nous allons en parler ultérieurement, mais nous en parlons dans notre projet. C'est une intelligence de rapprochement des territoires. Merci Max Mathiazin. Autre appel. Bonsoir, nous vous écoutons. Oui, bonsoir. Allez-y, monsieur. Allez-y. Oui, bonsoir. Bonsoir, Bonsoir. monsieur Mathiazin. Bonsoir, monsieur. Bonsoir. Bertrand. Oui. Une question pour monsieur Mathiazin. Allez-y. Je voudrais savoir ce que vous pensez de la déontologie en politique. Et j'ai une question plus précise concernant le Nord-Grande-Terre. Des candidats qui disent un homme, un mandat et qui ont 6 mandats. Que pensez-vous de cela? Et la question de la déontologie... Merci. Merci, monsieur. La question de la déontologie, c'est une question extrêmement profonde. Il y a deux aspects. Il y a l'aspect, aujourd'hui, nous savons que beaucoup d'élus sont en but à des problèmes judiciaires, mais il faut savoir raison garder, il faut laisser la justice faire son travail. Moi, je n'accablerai personne. Ce que je dis, c'est qu'il faut que chaque élu soit conscient de ce qu'il fait, et par conséquent, de ce point de vue-là, il faut avoir un comportement droit, de rectitude. Et quand un élu est accusé à tort ou à raison, il a les moyens de se défendre, il faut qu'il se défende. La deuxième chose, c'est un nommé-mandat. Moi, je ne suis absolument pas contre, donc je suis un nommé-mandat moi-même. Un nommé-mandat moi-même, puisque si je suis élu, d'abord, la fonction de président, de député est incompatible avec bien d'autres fonctions. Par conséquent, la loi a déjà limité le nombre de mandats. La loi a limité le nombre de mandats à 2 mandats. Moi, j'ai connu des périodes où tout le monde, où un élu pouvait avoir 4-5 mandats.
Moi, j'estime qu'il y a des mandats qui sont complémentaires. Si un maire, par exemple, d'une commune est conseiller général ou conseiller régional, je trouve que c'est complémentaire. Si quelqu'un est conseiller général, conseiller régional, c'est complémentaire d'une action. Mais au-delà, je trouve que ce serait trop. Donc, sur la déontologie... J'ai répondu sur la déontologie. Bon, ouais. Il faut... Alors, aujourd'hui, est-ce qu'il y a moyen de faire autrement? Est-ce que les pratiques, aujourd'hui, les pratiques politiques sont en train de changer, sont en train d'évoluer? Ou est-ce que vous avez le sentiment qu'elles sont les mêmes? Non, c'est-à-dire qu'il faut faire les choses avec le plus de sérieux possible et faire attention à ce que l'on fait. Il y a un aspect où un élu peut être accusé, vous savez, depuis la loi Sapin, l'erreur même en politique, par exemple une erreur que l'on commet, qui est commise, une erreur commise par un administratif, peut rejaillir sur un élu qui a signé. Ça, ce n'est pas forcément un manque de déontologie. Or, on met toutes ces choses-là sont dans le même sac. Par exemple, un élu qui a mal contrôlé un terrain de football ou un terrain de basket, etc., il peut être mis en examen, il est décrié. Un élu qui commet une erreur, par exemple, parce qu'un administratif lui aurait fourni un mauvais renseignement, il est de bonne foi. Moi, ce que je condamne, ce sont les pratiques, je dirais, anti-déontologiques et qui sont des pratiques contre la population. Donnez-nous un exemple. Il faut distinguer les deux. Moi, je n'ai pas d'exemple, comme je vous le dis. Je ne suis là pour accuser personne. Je dis simplement qu'aujourd'hui, il y a des élus à qui on demande des comptes. Les élus sont là pour présenter leur dossier et se défendre. Il faut laisser les choses se dérouler. Je ne vais accuser personne. Je vois fleurir ces temps-ci sur les réseaux sociaux des actes d'accusation portés contre des élus. Eh bien, écoutez, peut-être qu'il y a du vrai, du faux. Il faut que les élus puissent se défendre. Et puis surtout, il y a une mode en Guadeloupe aujourd'hui qui dit tous les élus sont des voleurs, enfin, etc. C'est facile. C'est très facile. Et quand quelqu'un téléphone aujourd'hui, quand il y a une difficulté, eh bien, ce téléphone s'adresse à un élu, eh bien, la question se termine toujours par « Que font nos élus ?» Moi, j'ai envie de dire aux Guadeloupéens aussi, que faisons-nous ensemble pour lutter contre le sous-développement de la Guadeloupe ou un certain nombre de pratiques que nous avons aujourd'hui et qui sont des pratiques de négligence à l'égard de notre population, à l'égard de la société guadeloupéenne qu'il faut corriger. Autre appel. Bonsoir, nous vous écoutons. Baissez sur le volume de votre téléviseur, s'il vous plaît. Allô? Oui, allez-y, madame. Oui, rebonjour. Je reviens à nouveau parce que M. Mathiasen n'a pas répondu à la question. Il a parlé d'agriculture, il a parlé d'hôtellerie pour Marie-Galante. Mais moi, ma question portait sur comment booster l'économie marie-galantaise, comment aider les très petites et les moyennes entreprises et comment M. Mathiasen, futur président de région, pourrait agir notamment sur la fiscalité des îles du Sud pour aider les économies sur ces îles-là. C'était ça ma question. Merci, madame. Vous avez raison, madame. Effectivement, j'ai pris un exemple de développement que nous pourrions faire sur Marie-Galante. Et je n'ai pas parlé des petites et moyennes entreprises ou des petites entreprises qui composent l'économie marie-galantaise. Alors, dans notre projet, notre premier acte dans les 100 jours, dans les 100 premiers jours, nous avons schématiquement, bien sûr que c'est beaucoup plus détaillé, mais il y a un endroit où nous disons qu'il faut protéger. Protéger pour sortir du Covid, mais protéger d'une manière globale. Alors ça signifie pour nous, madame, que nous allons d'abord recenser, parce que beaucoup de nos petites entreprises n'ont pas reçu des aides, notamment d'après Covid. Ceux qui ont reçu des aides, ce sont celles qui ont reçu des aides, ce sont celles qui ont l'ingénierie financière, qui peuvent monter des dossiers, qui ont des gros cabinets et qui ont eu accès à ces aides. Et les banques ont été extrêmement frileuses pour leur permettre d'accéder à ces aides parce que ça passait par les organismes bancaires. Donc, dans un premier temps, nous allons recenser toutes les entreprises pour savoir quelles sont les entreprises qui ont des aides, quelles sont celles qui n'en ont pas eu. Et nous allons essayer d'aider, bien sûr, il y a des règles à respecter, mais nous allons essayer d'aider toutes ces entreprises pour faire redémarrer ou leur donner un coup de pouce au redémarrage. Le deuxième élément, et je dis tout à l'heure que le développement de Marie-Galante doit passer par justement la population marie-galantaise avec les élus marie-galantais. Les élus marie-galantais ont proposé un projet au président de la République qui n'a pas été suivi des faits.
et le maire de Grandbourg notamment, le maire de Grandbourg. Nous allons l'aider à ce que ce projet puisse avoir de l'effet, avoir une suite. Pourquoi? Parce qu'il parlait de la fiscalité. Nous avons dit que nous allons supprimer la fiscalité sur l'eau. Nous pouvons mettre en place, par exemple, un octroi de mer différencié. On va essayer de le voir, parce que l'octroi de mer finance les communes. Mais on va essayer de voir comment on peut différencier, c'est-à-dire un taux d'octroi de mer plus bas en ce qui concerne les produits qui sont destinés notamment à Marie-Galante. Nous avons le temps de récupérer un dernier appel puisqu'il nous faut faire un tour de plateau pour conclure cette émission. Bonsoir, nous vous écoutons. Votre question. Oui, bonjour. Allez-y. Excusez-moi, je voulais juste demander à M. Mathiazin, il a fait un rapport récemment sur l'école dans les Outre-mer. Et après les 2 années de Covid, qu'est-ce qu'il pense mettre en place pour permettre à nos enfants de récupérer? Parce que là, ils ont tout perdu, et là, c'est une génération sacrifiée. Est-ce que lui, il a un projet, il a quelque chose pour nous? Oui. Donc, parce que là, les autres n'ont rien. Est-ce que lui, au moins, il a quelque chose? Oui. Merci, monsieur. Alors, j'ai eu le bonheur, monsieur, rapidement, Max de Mathiazin, travailler sur ce rapport, qui est un rapport extrêmement important, qui est un rapport de l'Assemblée nationale. Nous avons présenté ce rapport, mes collègues et moi, j'en étais le rapporteur principal. J'ai présenté ce rapport à l'Assemblée nationale mardi dernier. Ce rapport n'a pas eu d'écho, je n'ai pas été interrogé là-dessus. Pourquoi? Parce que les médias ont considéré que j'étais un candidat aux élections régionales. Donc je n'ai pas pu exposer ce rapport. Ce rapport concerne la Guadeloupe, la Martinique et la Réunion, qui sont des départements en perte de population. Eh bien, nous dénonçons beaucoup de choses dans ce rapport et nous faisons des propositions. Mais l'une des propositions que nous ferons et que la nouvelle voie va mettre en œuvre tout de suite. Nos enfants ont perdu, comme vous le dites, je le dis en conférence, je le dis sur les plateaux, 2 ans de scolarité. Je fais une distinction entre ceux qui sont ici et ceux qui sont à l'extérieur. Pour ceux qui sont ici, nous allons voir comment faire pour aider les parents à mettre en place, s'il le faut, en concertation. Et là, il faut de la concertation. Voilà où on pourrait faire de la concertation avec les communes, avec les collèges, départements, régions, pour donner à nos enfants les moyens de se rattraper, quitte à payer des cours de rattrapage, parce que nous sommes Guadeloupéens et nous ne devons pas nos enfants ne doivent pas être victimes de cela. Deuxièmement, j'ai vu 10% des enfants ont disparu, 10 à 15% des enfants ont disparu des écrans pendant le Covid, parce que les parents n'étaient pas équipés en ordinateur. Et la maman, parfois, avait un petit téléphone portable pour l'ensemble de ses enfants à la maison. Il faut équiper, il faut aussi aller vers le numérique, mieux équiper, mettre fin aux zones blanches en Guadeloupe. Ça coûte 14 millions d'euros. Il faut qu'on essaie de mettre en place cela. Et par ailleurs, pour nos étudiants, un petit dernier mot. Dernier mot. La région aidait pendant 3 ans. Aujourd'hui, la région aide pendant 1 année. Comment expliquer qu'on vote, par exemple, une aide de 3 000, 4 000 euros à un enfant? On lui envoie le papier. Pendant plus d'1 an, l'enfant ne touche pas ces 3 000, 4 000 euros. La maman, parfois, le papa fait contracte un prêt pour faire ça. Eh bien, nous allons essayer de mettre fin à ce genre de pratique. Merci à vous, Max Mathiazin. Maintenant, rapidement, nous faisons un tour de plateau. Vous avez la possibilité de vous adresser aux électeurs, de convaincre. Et je débuterai avec vous en bout de table, Nadège Rabel. Eh bien, convaincre. L'idée, c'est pas de convaincre. L'idée, c'est surtout que vous ayez conscience qu'à partir du moment où, sur le terrain, on a identifié les problématiques, à partir du moment, je prends mon exemple. Je suis membre du groupement des acteurs locaux du Nord Grande Terre. Donc, nous avons des commissions régulièrement, durant lesquelles nous mettons en place une réflexion autour de fiches projets, de fiches actions que de petits entrepreneurs ou des agriculteurs amènent pour justement avoir des fonds leaders. Et nous avons des problématiques qui sont uniquement liées à des questions de personnes ou de gouvernance. Et c'est vrai que j'ai, pour exemple, la commission d'avant-hier, où on a des gens qui ont déposé des dossiers depuis 2017 et qui souhaitent rentrer dans leurs fonds, et pour lesquels on a des choix arbitraires qui sont faits et qui empêchent que ces fonds soient reversés
même si on attend simplement une convention. Alors, parce qu'on pense que si... On ira un petit peu plus vite. Oui, mais on pense que si la personne veut un ordinateur portable aujourd'hui, c'est pour aider justement des agriculteurs sur le terrain à monter leur dossier, mais ne voudrait-elle pas, avec cet ordinateur portable, faire des choses à titre personnel? Voilà, on en est à des questions comme ça qui bloquent des dossiers. Donc justement, supposer que la personne qui veut s'en sortir n'a peut-être pas l'intention de s'en sortir. Et c'est en ne faisant pas confiance à la capacité des Guadeloupéens qu'on ne s'en sortira pas. Voilà. Donc il faut nous faire confiance. Merci à vous, Alix Nabajot. Alors, avant de m'adresser aux électrices et aux électeurs, je voudrais juste, en une minute, dire que des pas pistes... Pas une minute, on n'a même pas une minute. 5 secondes. Voilà. Dire qu'on a des pistes pour les agriculteurs. On a 6 mois de période de croisière. Pendant ces 6 mois, tous les Guadeloupéens font des croisières. On devrait pouvoir négocier avec les compagnies de croisière via le CTIG que nos produits, puisqu'on a des bateaux en port-base à Pointe-à-Pitre, et il est inconcevable qu'on n'ait pas de produits guadeloupéens sur ces bateaux, de rhum, de vins liquoraux, bref. Donc il y a des pistes pour augmenter la production de ces agriculteurs et faire en sorte que nous puissions avoir nos produits sur les bateaux de croisière. Au moins pendant 6 mois, ça garantira à nos agriculteurs de pouvoir placer leurs produits. Et je dirais aux Abimiens, nous ne sommes pas dans une élection municipale. Nous sommes bien dans une élection régionale et nous vous demandons à toutes celles et ceux qui nous ont fait confiance aux récentes élections municipales, mais ceux aussi qui ont voté pour d'autres candidats, que la nouvelle voie, conduite par Mathiazin, est l'alternative pour ces prochaines régionales. Merci Alix Nabajot, Marlène, Milice Miwat. Alors, pour conclure, en fait, je voudrais dire à tous les Guadeloupéens que depuis de très nombreuses années, nous avons bien conscience qu'un certain nombre de problèmes ne vont pas. Il s'agit notamment de l'eau, qui ne coule toujours pas dans les robinets, de la question des déchets, qui n'est toujours pas traitée correctement et en fonction des enjeux, en particulier sanitaires. Il s'agit du numérique, sur lequel nous avons pris énormément de retard. Il s'agit de la question du transport, qui conditionne l'autonomie des hommes, l'autonomie des jeunes en particulier, que nous n'avons toujours pas réussi à régler. Et donc nous sommes devant un constat d'échec. Nous disons que nous ne pouvons pas nous résigner à ce constat d'échec et que nous ne pouvons pas nous résigner à ce que la Guadeloupe, d'année en année, s'appauvrisse. Le dernier rapport rapporte que nous sommes un des départements de France les plus pauvres. Par conséquent, nous pensons qu'il faut faire la politique autrement, faire en sorte que la politique soit plus efficace, et c'est cela que propose la nouvelle voie, notamment sur les petites entreprises, par exemple. Il faut intervenir sur leurs fonds propres pour donner de l'emploi à nos enfants, pour que le pays aille mieux demain. Merci, nous irons un petit peu plus vite. Jean Germain. Oui, je dis aux Guadeloupéens, observez qu'il y a 12 listes à ces élections régionales. C'est bien que ça signifie que l'équipe en place n'a pas fait son travail. Généralement, quand il y a beaucoup de listes, ça c'est près de 497 ou 498 familles qui se sont engagées dans ces élections-là. Donc aujourd'hui, nous, la Nouvelle Voie, nous vous disons que nous avons une belle équipe avec un gros capitaine, celui qui a de l'expérience, et avec une équipe, comme on l'a dit par le passé, enfin, pendant toute la campagne, 58% de la société civile et 42% de politique de proximité. Donc cette liste-là est la bonne, est la meilleure pour ces élections régionales de 20 juin 2021. Merci. Nadège Théophile. Mon appel sera pour la jeunesse guadeloupéenne. Je demanderai à la jeunesse guadeloupéenne de s'investir et de faire le bon choix, le choix de l'avenir, parce que trop souvent, le mot jeunesse a été utilisé comme slogan politique. Aujourd'hui, aux côtés de Max Mathiazin, la Guadeloupe va avancer, nous allons relancer l'économie, nous allons accélérer la transition écologique. Alors, jeunesse guadeloupéenne, un seul butin, la nouvelle voie avec Max Mathiazin. Merci, Jacques Ramaille. Alors, je dirais aux Guadeloupéens, surtout dans le monde agricole, que la Guadeloupe va très mal, l'agriculture guadeloupéenne va très mal, très très mal. Nous sommes dans une pente descendante il y a plus de 20 ans et jusqu'à maintenant, nous n'avons pas trouvé à côté de nous les dirigeants des collectivités pour pouvoir nous aider dans nos démarches et pouvoir nous aider dans notre profession. Je dis qu'avec Max Mathiazin, je pense que nous avons trouvé celui peut-être qui sera aux côtés de nos agriculteurs pour pouvoir
nous aider. Je pense une grande pensée pour les Marie-Galantais, parce que je vis au quotidien avec les Marie-Galantais. Nous serons de tout cœur avec vous et la liste de Max Mathiasien sera à vos côtés pour pouvoir régler les problèmes que vous rencontriez, notamment dans le transport. Merci. Et tout. Merci. Merci, Monsieur Ramaï. Et puis, nous terminons avec vous, Max Mathiasien. Oui, Madame, merci. J'ai entendu, cette émission est courte. Nous n'avons pas pu exposer l'ensemble du projet. 1h30 d'émission. Oui, mais nous sommes 7 Oui. à nous partager 1h30 plus vous. Donc, puisqu'il faut que vous ayez droit à la parole, vous avez droit à la parole, c'est vous qui posez les questions. Je dirais aux Guadeloupéens d'aller regarder notre projet. Il est sur la toile, il est sur le net, vous pouvez le recevoir. Nous avons aussi une synthèse de notre projet, en moins de pages, que nous mettons à la disposition des Guadeloupéens. Ce projet est cohérent. Trop de laxisme pour la Guadeloupe. Je dirais simplement que la question de notre dignité passe par la prise en main de différents pôles de production de notre pays. Notre dignité passe par là aussi. Et je finirai en disant, une population ou un peuple qui n'a rien à mettre en commun est un peuple qui est voué à la disparition. Nous vous proposons de mettre votre énergie, votre foi et votre savoir et la possibilité de construire la Guadeloupe en commun avec la liste, la nouvelle voie. Merci beaucoup. Merci, merci mesdames, merci messieurs d'être venus sur ce plateau. Merci aussi à vous, téléspectateurs, de suivre régulièrement cette émission. Nous nous retrouvons ce soir avec une autre liste, ce soir à 20h. Excellent midi à vous si vous n'avez pas encore déjeuné. Sinon, à très bientôt, je dirais, en tout cas, à plus tard.